Assurance donnée à la une du journal Cameroun Tribune, à savoir un délai de 10 mois pour parachever le complexe sportif d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive alors que le pays est engagé dans une course contre la montre pour tenir le pari de l'organisation de la CAN qui mobilisera 24 pays au Cameroun, le recours tout azimut aux emprunts bancaires pour la construction de cette infrastructure laisse apparaître un clair-obscur entre les travaux réalisés depuis près de 5 ans et les ressources financières injectées dans ce projet. La correspondance du député Jean-Michel Nitieux adressée au président de la Task Force et secrétaire général de la présidence de la République a provoqué une levée de boucliers dans le sérail. Dans certains journaux, le président du comité ad hoc chargé du suivi des infrastructures sportives affirme que seuls 113 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués pour la réalisation du complexe sportif d'Olembe. Les 55 milliards de francs CFA contractés auprès des banques commerciales internationales permettront de boucler toutes les composantes du complexe sportif. Ces différentes explications peu convaincantes aux yeux du célèbre économiste Christian Penda Ekoka suscitent des interrogations sur l'absence d'un audit et les explications évasives sur le descriptif du projet clé à main et le montage financier conclu avec une entreprise italienne. Piccini a d'ailleurs ravivé la polémique en déclarant que le marché a connu un retard de 15 mois. Ensuite, ce marché a été retiré à Piccini alors que le taux d'exécution des travaux de construction du stade d'Olembe était à 90% en date du 29 novembre 2019. Que cachent les zones d'ombre dans l'exécution et le suivi de la construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé? Incapable de constituer une commission d'enquête parlementaire sur les soupçons de corruption et de détournement de deniers publics autour de ce projet de complexe sportif à Yaoundé, 62 députés ont signé une pétition pour accuser des parlementaires américains d'être mal informés, égarés et instigateurs d'une tentative de déstabilisation du Cameroun à travers une présentation de la situation sécuritaire et humanitaire catastrophique dans les régions anglophones. Ces députés sont allés plus loin en exigeant l'extradition des Camerounais présumés leaders des groupes armés séparatistes qui terrorisent les populations. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fronde des députés camerounais contre leurs homologues américains? Leur plainte est-elle justifiée après 4 ans de conflits armés dans les régions anglophones? Quelle est la situation réelle dans le nord-ouest et le sud-ouest? Et où en est-on avec ce projet de réforme de code électoral évoqué en interne au sein de l'instance électorale ELECAM? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Dieuou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations fraternelles à tous nos camarades et amis politiques qui, de par les prisons du pays, sont encore privés de leur liberté simplement pour avoir exprimé une opinion sur la marche des affaires de ce pays et avoir réclamé un mieux-être pour leurs concitoyens. Vous êtes secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, c'est le professeur titulaire Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Professeur Msanga-Nyamding, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à tous les copanélistes que vous présentez les uns les autres. Et je voudrais vous remercier une fois de plus pour cette invitation à l'occasion de cette énième émission de droit de réponse et surtout saisir cette opportunité pour présenter vraiment de manière indiquée mes salutations à tous les copanélistes ici, mais rendre aussi peut-être hommage au ministre Moelle Kombi, vous savez, qui a perdu son père. Nous étions à Sigambonjo où on a procédé aux funérailles
de son papa Guillaume Kombi Moelet. Et à la même occasion, le ministre des Sports a été présenté comme chef parce que son père était le chef de Singa Monjo. Et depuis hier, je voudrais en profiter pour le féliciter une fois de plus parce qu'il est devenu chef de Singa Monjo. Et à côté de vous, professeur Msanga Nyamdine, c'est Edmond Kambia. Il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission et je leur adresse également ma sincère affection. Et nous annonçons également comme quatrième invité Maître Lavoisier et Tsafi, encore attendu sur ce plateau. Maître Roland Dieu, d'entrée de jeu avec vous sur cette controverse autour des financements mobilisés pour l'exécution du complexe sportif d'Olembe. Le président du comité ad hoc chargé du suivi des infrastructures sportives destinées à abriter la Cannes 2022 a indiqué que seuls 113 milliards de francs CFA ont été débloqués jusqu'ici pour le projet et les 55 milliards contractés auprès des banques commerciales permettront d'achever les autres composantes de ce complexe sportif d'Olembe. Est-ce que vous y croyez concrètement aux arguments avancés par le gouvernement pour justifier les différentes critiques formulées autour de la réalisation de ce projet? Merci M. Noufélé pour la question que vous me posez. Je ne saurais y répondre de manière directe sans commencer par rappeler un petit nombre de choses. D'abord, il ne s'agit pas des infrastructures de la Cannes 2022. Comme nous le savons tous, il s'agissait des infrastructures prévues pour la Cannes 2019, laquelle Cannes 2019 a glissé. Donc, si on en est en 2021 à épiloguer sur la recherche de financement devant servir à la finalisation de ces infrastructures-là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas être prêt en 2019, comme cela a été annoncé avec grand renfort de publicité par les turiféraires du régime. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est également un rappel, c'est que nous parlons là d'un stade qui, si ma mémoire ne me joue pas des tours, était prévu dans le grand projet des infrastructures que le RDPC également avait annoncé, je crois autour de 2011, et donc longtemps avant l'attribution de la Cannes 2019 au Cameroun en 2014, en septembre 2014. Et donc, ces éléments me permettent de me dire, ok, s'ils veulent qu'on croie qu'ils sont en train de boucler un financement de bonne foi pour terminer cette infrastructure, je me pose la question de savoir, mais où était-il depuis ce temps? Cela fait quand même, si on part seulement de 2014, à ce jour, beaucoup d'eau, beaucoup de choses se sont passées. Et pire encore, quand on lit le communiqué qu'a commis la société italienne Piccini, qui était en charge de la réalisation de cet ouvrage au départ, cela fait observer que tout d'abord, il s'agit d'un type particulier de contrat d'infrastructure. C'est un contrat clé en main. Pour simplifier un peu les choses pour nos téléspectateurs, c'est un peu comme si vous achetez une maison. C'est-à-dire que vous avez un ingénieur qui vous vend une maison déjà conçue. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le financement et attendre que votre maison soit réalisée. Et puis, au cours de l'exécution des travaux, c'est vous qui imposez à l'ingénieur de faire ces travaux-là, notamment en préfabriqué. Parce que Piccini indique clairement que ce n'était pas de son initiative, l'histoire des fameux préfabriqués. C'est le gouvernement qui a exigé que cela soit fait de cette manière-là. Et puis, qu'est-ce qui est livré ou qu'est-ce qui serait en cours de livraison actuellement? C'est bien le stade d'Olembe et non pas ce qui a été acheté, c'est-à-dire le complexe sportif d'Olembe. Parce que pour faire la nuance, un complexe sportif, c'est un stade, certes, d'abord, oui, mais en plus du stade, un certain nombre d'autres infrastructures. Et je crois savoir que dans le cadre du complexe d'Olembe, il y avait notamment des cours de tennis et des hôtels, etc. Donc, si on en est aujourd'hui à chercher 55 milliards pour terminer le projet, j'aimerais savoir ce qu'on veut terminer précisément. Est-ce qu'on veut terminer le stade qui, au moment où le contrat est résilié en 2019,
est construit à 90% d'après les dires de Piccini. Est-ce qu'il faut 55 milliards pour finir ça? Cela supposerait que le coût initial du projet serait largement dépassé désormais. Parce que si Piccini a déjà fait 90% du stade et qu'il faut quand même encore 55 milliards pour terminer, disons, les 10% restants du stade, il y a un problème. Mais si les 55 milliards, c'est pour finir les infrastructures du complexe sportif, il faut qu'on nous l'explique aussi. Et puis de manière générale, et je crois que cela répondra à votre question, ce gouvernement, il y a longtemps qu'on n'y croit plus. Il y a longtemps qu'il est difficile de leur accorder le bénéfice de la bonne foi. Le bénéfice de la bonne foi s'accorde à celui qui montre au moins qu'il a la bonne intention de faire le travail qui lui est confié. Or, ce gouvernement n'a jamais montré avoir la moindre, ou alors le moindre commencement de bonne intention. Où est-ce qu'on peut réaliser des infrastructures qui engloutissent autant de milliards dans un pays sans rendre compte? Vous avez parlé d'une communication du comité qui est chargé du suivi des infrastructures. C'est un communiqué, ce n'est pas rendre compte. On se serait même contenté d'un audit interne. On se serait contenté de ce que le public soit informé d'investigations internes qui ont été menées pour s'assurer de ce que l'argent du contribuable, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'argent du contribuable qui est dépensé dans ces projets-là, que ce soit d'ailleurs sous la forme de l'endettement ou pas, c'est toujours l'argent du contribuable. Parce que dites-vous bien, monsieur Noufélé, que si ce n'est pas nous qui rembourserons cet argent, ce sera nos enfants ou nos arrière-petits-enfants. Donc, de toutes les manières, c'est l'argent du contribuable. Et donc, en matière de gouvernance, le minimum requis, c'est de rendre compte. Est-ce qu'on nous a rendu compte? Non, on ne nous a jamais rendu compte. On annonce qu'on veut faire désormais, qu'on veut faire un autre emprunt, et c'est à ce moment-là, parce qu'il y a une polémique qui se crée, qu'on fait un communiqué pour essayer d'expliquer que, en fait, les 55 milliards serviront dans, on a dit, dans 10 mois à parachever un stade qu'on construit depuis 2011. Vous imaginez quelqu'un vous croire dans ces conditions-là, M. Noufélé? Et justement, concernant ce complexe sportif, professeur Messanga Niambi, le contrat a été signé entre le gouvernement camerounais et Piccini en 2015, et c'est 15 mois plus tard que l'entreprise a réellement commencé à effectuer les travaux. Et dans son communiqué, Piccini dit qu'il y a des raisons administratives indépendantes de sa volonté qui justifient les 15 mois de retard dans l'exécution de ce chantier qui devait initialement être livré après 30 mois de travaux. Comment expliquer qu'en 2021, le complexe sportif n'est pas encore achevé et que le gouvernement sollicite auprès des banques commerciales 55 autres milliards de francs CFA pour réaliser ce projet? Alors, pour l'expliquer, il faut tenir compte de 3 paramètres. D'abord, le paramètre de l'initiative gouvernementale. La mise en place des infrastructures annoncées. D'abord, sur ce point, je voudrais un peu corriger Maître parce qu'il a parlé des infrastructures du RDPC. Il est juriste, un juriste respectable. Statutairement, la validation des infrastructures s'opère à travers le gouvernement. Ce ne sont pas les infrastructures du RDPC, même si quelque part, ces projets ont été foireux en partie. Je veux qu'ils soient un peu plus rigoureux, plus pertinents du point de vue du droit et dire que les infrastructures du gouvernement. Certes, nous soutenons ce gouvernement, mais quelque part, il faut remettre à César ce qui est à César. Et dans cette première initiative, puisque j'ai parlé de 3 déterminants, le ministre Louis-Paul Moutazé, que moi j'ai beaucoup écouté, ça aussi il faut le dire, je crois qu'il peut témoigner de cela, puisque je le dis sur vos antennes, et cette chaîne de télévision est très écoutée. Il a initié et signé des contrats préalables avec certaines entreprises. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lorsque vous l'évoquez, techniquement, vous avez raison, parce que Piccini vous dit, on a pris 15 mois de retard. Ce retard était essentiellement une dispute entre certains membres du gouvernement. Parce que lorsque le ministre Moutazé part à écouter ses dires, tous les contrats qu'il avait initiés ont été annulés par la présidence de la République. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. Nous, on doit le dire. C'est ceux qui ont annulé. Ou alors vous interrogez la présidence.
Parce qu'on parle de mafia, on parle d'amis, on parle de Ben Bodo, on parle de toutes ces affaires. Mais je voudrais tout simplement prendre le ministre Louis-Paul Motazé à témoin et rappeler que il a dit, il a écrit à qui veut l'entendre, je ne suis plus là, mais je constate que on nous dit que l'État, c'est la continuité. Ce n'est pas ça, monsieur Moncamia. Tout à fait, c'est le cas. Mais quand le secrétaire général de la présidence a écouté le ministre Louis-Paul Motazé arrive, lui, il annule tout. Bien, première étape, premier déterminant, vous dites qu'est-ce qui justifie ça? Premièrement, ça justifie le premier état. Maintenant, Pecini, la société italienne arrive, deuxième étape. Alors, il faut être clair avec les Camerounais que vous écoutez. Vous savez, monsieur Nofele, je soutiens un régime, je suis engagé à une politique, mais je suis très attaché au peuple camerounais, au développement de ce pays. Effectivement, qui peut comprendre que au départ, on nous dit c'est 163 milliards. Pour tout faire, moi je vais plus loin que Maître Joe, lui il a été gentil. On a même prévu un musée de sport. Voilà. On a prévu des piscines, on a prévu des salles de cinéma, mais alors ça représentait quoi? J'ai même entendu des gens nous dire que oui, le stade d'Abidjan était un stade. Chez nous, c'était un complexe. Mais je voudrais rappeler quand même à ces gens que le stade d'Abidjan a coûté 63 milliards. Didier Drogba est un ami. Et je connais beaucoup de camarades de classe. Je vous dis fini, rendu clair. 63 milliards. Le même stade, bien entendu, sans complexe sportif, a été construit au Maroc pour près de 50 ou 53 milliards. Bon, il est clair que bon, si on nous dit qu'on a pris troisième déterminant, un emprunt, parce que Pecini a rompu le contrat au prétexte que... C'est le gouvernement qui résilie le contrat de qui résilie, exactement. En novembre 2019. En novembre 2019, bien entendu, alors que Pecini avait commencé, normalement, devait commencer les travaux dès 2015. Il faut donc expliquer que c'est parce qu'il n'y avait plus d'argent. Maintenant, le problème est de savoir, est-ce que les 163 milliards, on n'incrimine personne? On ne peut même pas incriminer ceux qui, semble-t-il, auraient distrait cet argent. Mais Jean-Michel Nithieu, là encore j'ai entendu avec l'adresse Maître le brillant Maître Dieu vous dire que oui, on doit nous rendre compte. Non, parce que vous n'êtes pas à l'Assemblée. C'est pourquoi vous ne comprenez pas que lorsque on a les députés ont deux missions. Un, contrôler l'action gouvernementale. Je saisis ici pour dire que je ne partage pas les mêmes visions idéologiques que Nietzsche. Mais Nietzsche a raison. Nietzsche, contrairement au MRC qui est à l'Assemblée, le gouvernement doit rendre compte. Moi, je suis même, étant au RDPC, pour que les camarades députés du RDPC se rallient enfin aux autres députés, puisqu'on est député de la nation. On n'est pas député d'un parti. À l'effet de demander que tout soit clair là-dessus. Pourquoi ne même pas convoquer une commission d'enquête parlementaire? Nietzsche est dans son rôle. Vous savez que nous, les biaïs, nous qui soutenons pas avec la corde sur le cou du pendu, Paul Biya comme certains le font, mais parce que nous voulons que le président Paul Biya, lorsqu'il va partir du pouvoir, sorte d'ici crédible, nous pensons qu'effectivement, il faut que tout soit clair. Mais il y a le président du comité de suivi des infrastructures qui déclare que seuls 113 milliards ont été mobilisés du temps de Pecini, et après la résiliation du contrat, les 55 milliards vont s'ajouter aux 113 milliards de francs CFA pour achever le projet. Est-ce que lorsqu'il déclare de tels montants, pour vous, c'est convaincant sur le montage financier de ce projet et l'ambition du gouvernement de parachever de l'infrastructure? Vous savez, une telle déclaration ressemble au Njambo, c'est-à-dire les joueurs de cartes qui arrivent, vous savez, le Kajika a 10 000 en main, on ne sait pas ce qui rentre, on ne sait pas ce qui sort. Le Kajika, pour ceux qui nous écoutent de très loin, c'est celui qui garde l'argent. À la fin, il dit au patron que j'ai fait ceci. Non, on est dans le cadre de l'État. Je rejoins Djéou, je rejoins tous les Camerounais sérieux. Et bien d'autres, sur ce point bien précis, il faut une enquête parlementaire pour dire quoi? Un, est-ce qu'on a reçu les 63 milliards? Bien maintenant, moi je voudrais bien croire que la présidence de la République est de bonne foi à travers le ministre d'État, M. Ngongo, dont je ne doute en aucun moment la notoriété, l'intégrité morale, mais qu'il s'attelle, pour nous qui croyons qu'il est à la place qu'il faut, parce que le président de la République l'a choisi,
a demandé qu'il y ait un éclairage, une transparence. D'abord, on ne déclare pas ça comme dans la rue, comme si on était dans le jeu du diable ou au jeu de hasard. Quand vous allez dans un casino, je ne suis pas sûr qu'on puisse vous dire ce qui est entré, ce qui est sorti. On n'est pas dans le jeu du hasard. On gère l'État. Et de deux, je termine là-dessus. Il faudrait qu'on nous dise aussi à quoi vont servir les 55 milliards. Parce que moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon collaborateur, Maître Ndjoui, il a raison. Sur un point bien précis. Est-ce pour finir les 10% qui nous ont été opposés? Ou alors, que vaut le stade à 10%? Mais qu'on nous donne des chiffres par étape. Je pense que tout le monde se souvient qu'il y a eu des avances de 24 milliards, de 30 milliards ici et là. Ça fait trop de milliards pour continuer à rendre ce régime que moi je soutiens crédible. C'est pourquoi je pense, et je suis là-dessus, qu'une enquête parlementaire serait mieux indiquée pour qu'on nous dise où vont les 55 milliards et qu'est-ce qu'on a reçu avant. Après vous, professeur Msanganyamding, j'aimerais avoir la réaction d'Edmond Kamgé à travers la déclaration du groupe Piccini qui dit avoir été contraint à la demande du maître d'ouvrage en accord avec le gouvernement de préfabriquer en Italie l'ensemble du matériel en béton armé nécessaire à la construction du complexe sportif d'Olembe. Mais comment expliquer que la fabrication de ce matériel en béton armé n'est pas permis de finir et d'achever le complexe sportif dans les délais impartis pour ce projet? Edmond. Délais initiaux. Il faut dire que le groupe Piccini, qui devait initialement concevoir, construire et jusqu'à son achèvement le stade Olembe, est dans son rôle lorsqu'il rend compte des faits. Il est également dans son rôle lorsqu'il se rend compte qu'à un moment donné, ils ont été en difficulté pour réaliser et achever les travaux, malgré le fait qu'ils aient été contraints, n'est-ce pas, de procéder, n'est-ce pas, à l'importation des préfabriqués qui n'étaient pas prévus au départ. Mais maintenant, il y a la question qui se pose de savoir pourquoi est-ce que ils n'ont pas pu, malgré l'arrivée des préfabriqués, achever le travail à son terme. Ils le disent dans leur réaction qu'ils ont connu beaucoup de difficultés. Et ces difficultés sont liées en partie au fait que les engagements qui avaient été pris entre l'État et ce groupe-là n'ont pas été totalement honorés par toutes les parties, notamment par la partie camerounaise. Les délais initiaux n'ont pas été remplis. Mais les conséquences sont gravissimes surtout. Parce qu'on était censé, dans le cadre de la construction de ce stade-là, livrer le stade d'Olembe par rapport à l'organisation de la CAN 2019. Parce qu'il faut qu'on reste toujours dans le contexte de l'organisation de la CAN 2019 qui a glissé. Et les pertes sont immenses. Parce qu'en important les préfabriqués, avec du sable, du béton qui venait d'Italie, on a privé. Non, ça ne vous coupez pas. Les gens nous ont dit qu'un sac de sable et de ciment coûtait des millions de francs. Parce que ce sable-là, si nous avons bonne mémoire, on nous a dit qu'un sac de ciment coûtait, je crois, 60 000 francs. Et qu'un sac, 180 000 francs. Et qu'un camion de sable coûtait environ 700 000 francs. 16 000 francs. Oui, il faut noter. Et c'était dans le gros du projet. Vous voyez que vous êtes gentil pour vous dire que nous, RDPC, nous sommes honnêtes. On nous a dit qu'un camion de sable, dans ce budget qu'ils n'ont pas achevé, coûtait 700 000 francs. Oui, ils l'ont dit. Donc ils n'ont même pas porté ça du ciment. Ils ont dit que c'est ici chez nous, mais ça coûte 700 000. C'est pour dire qu'en réalité, on assiste à un véritable gâchis. On assiste à un très mauvais spectacle. Parce que ce stade d'Olembe aurait pu être livré dans les délais. Tout à fait. Aurait pu être livré dans le délai si chacun avait pu faire sa part de travail. Mais le plus grave, c'est que à aucun moment, le peuple camerounais, le public, le grand public, n'a pu savoir que d'étape en étape, voilà ce qu'on a pu dépenser du début des travaux jusqu'à ce jour. Personne ne sait exactement combien d'argent
a été dépensé. Et je pense que c'est le fond de la question. C'est ce que tous les Camerounais veulent savoir. Combien a-t-on dépensé depuis le début des travaux, notamment concernant le stade d'Olembe à ce jour? Deuxième question. Qu'est-ce qui justifie le montant de 55 milliards d'emprunts que l'on voudrait, que la task force voudrait obtenir, n'est-ce pas, de cette banque commerciale internationale pour achever les travaux? Ce d'autant que l'entreprise même qui fait les travaux n'a jamais demandé 55 milliards pour achever les travaux. Et les informations qui nous parviennent, qui sont officielles, c'est que en réalité l'entreprise estime qu'elle a besoin d'une quinzaine de milliards pour achever les travaux. D'où vient-il? McGill, oui. McGill. La dernière entreprise. Qu'elle a besoin d'une quinzaine de milliards pour achever les travaux. Il faut qu'on nous explique pourquoi on voudrait emprunter davantage des sommes colossales sans rendre compte de manière précise des dépenses effectives qui ont été faites dans le cadre de la construction du stade d'Olembe. Et je voudrais, avant de chuter, dire une chose qui est importante. Et cela, je pense que c'est un gros déshonneur. Un gros déshonneur pour la task force. Déshonneur pour eux. Déshonneur également pour l'image de l'État du Cameroun. Vous savez pourquoi? Au-delà de toutes les informations qui ont été données, de la manière dont les choses sont passées, c'est parce que le stade Olembe porte le nom du président de la République du Cameroun. Heureusement que ce n'est pas moi qui le dis. Non, je le dis. On aurait dit que c'est encore le biaïsme. Je vous assure. C'est un gros déshonneur. C'est manquer de respect au chef de l'État. Tout à fait. C'est manquer de respect à la plus haute autorité. C'est très vrai. De l'État du Cameroun. Et il me semble qu'il est important que tout soit dit, tout soit connu de manière détaillée sur les dépenses effectives dans la construction du stade d'Olembe. Et même pour tous les autres stades, parce qu'il n'y avait pas que le stade d'Olembe, parce que nous allons abriter en définitive, si toutes les conditions sont réunies, l'organisation de la CAN 2019 qui a glissé en 2022. Et les délais sont très courts. Les délais sont très courts là. Parce que nous sommes en février, bientôt c'est janvier. Et si rien n'est clair en l'espace de 6 à 7 mois, qu'est-ce qui nous prouve que les délais seront respectés et que le stade sera remis, n'est-ce pas, à ceux qui attendent d'organiser cet événement à temps? Edmond Kamgia, au-delà des questions financières, il y a ce retard, 15 mois de retard pour des raisons administratives évoquées par Pitini. Le chantier devait durer 30 mois. Mais l'entreprise, après la signature du contrat, a accusé un retard de 15 mois et l'impute aux raisons administratives. Comment vous comprenez cela? Moi, je pense que, et là, alors, c'est un argument très fâcheux. Si la moitié des délais prévus pour construire et achever ce stade a été perdue dans des lenteurs administratives, c'est parce que le gouvernement est donc fautif. C'est-à-dire, c'est là la part de la faute du gouvernement et de tous ceux qui auraient dû faciliter le travail à cette entreprise-là. Et je pense que la principale responsabilité repose à ceux qui sont censés coordonner le projet, c'est-à-dire la task force. Ils ont perdu du temps à l'entreprise qui devait construire les travaux. Et si bien que une autre entreprise est arrivée pour achever et ne peut pas achever parce que les moyens qui ont été donnés pour l'achèvement des travaux n'ont finalement pas suffi. Mais parce qu'il y a une grosse zone d'ombre sur les dépenses effectives, comme je le disais tantôt. Mais je vais rester sur votre question, monsieur Noufele, pour dire que si c'est en 30 mois qu'il devait achever les travaux et qu'il s'est perdu 15 mois dans les démarches administratives, c'est une honte pour le Cameroun qui veut organiser un événement de cette dimension et qui ne prend pas toutes les mesures appropriées, toutes les démarches nécessaires pour faciliter le travail aux entreprises agréées pour construire ce stade. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître Roland Diou. Lorsque le président du comité de suivi
de ces infrastructures sportives a évoqué le fait que seulement 113 milliards de francs CFA étaient débloqués jusqu'ici et que 55 milliards viendront compléter ce premier montant pour parachever les travaux. Il y a Christian Pendaikoka, économiste de renom, qui a exigé le montage financier de ce projet clé en main et des détails sur ce projet et pourquoi pas un audit. Mais la réponse qui lui a été opposée, c'est que l'audit ne pourra être mené qu'à la fin de l'achèvement, à l'achèvement de ces infrastructures sportives qui devaient être construites depuis 2018-2019. Est-ce que vous y croyez à un audit qui pourrait intervenir au terme de la construction de ces infrastructures? D'abord, écoutez la formule qu'utilisent ceux qui gèrent notre argent. Il n'y a que 113 milliards. C'est-à-dire que pour eux, 113 milliards de francs CFA, c'est rien. C'est pas grand-chose. Mais je sais gré au professeur Messanga de nous avoir donné quelques informations précieuses tout à l'heure. 113 milliards, ça fera 2 stades d'Olembe construits au Maroc. Parce que les Marocains construisent le même type d'infrastructure à 55 milliards par là. Tout à Donc, fait. 113 milliards qui n'est rien pour ces braves messieurs et dames. Je ne sais pas s'il y a des dames dans cette task force. C'est 2 stades déjà finis. Mais pour eux, ils ont englouti 113 milliards qui n'est rien, mais ils n'ont pas terminé le stade d'Olembe. Que Piccini dit avoir construit à 90%. 90%. Et il en faut encore 55. Pour faire quoi? Au Maroc, 55 milliards, c'est un autre stade. Oui. Tout à fait. À Olembe, 55 milliards, c'est pour terminer 10% d'un stade qui a déjà englouti 113 milliards. Incroyable. Monsieur Noufele, il me semble que ces précisions sont utiles pour que les Camerounais comprennent quel est le niveau de, je ne dirais pas de kleptocratie qui les gouverne. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de personnes qui volent comme des petites souris. Ils volent des choses sans même savoir à quoi ça leur servira. Parce que quand on prend autant de liberté avec de l'argent, a fortiori de l'argent public, et qu'on peut déclarer que c'est quelques 113 milliards, le citoyen camerounais ordinaire devrait se sentir choqué. Choqué comme nos camarades qui, en 2019, justement, entre autres réclamations, exigeaient qu'il y ait de la clarté dans la gestion des infrastructures qui devaient être construites pour la CAN qui avait à cette époque-là, qui venait à cette époque-là de glisser. Pour ça, ils ont passé pour certains 9 mois de prison. Voilà le Cameroun. Des gens qui ont compris un peu plus tôt que les autres. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, l'opinion découvre le niveau de vol qu'il y a dans ce pays, en tout cas en lien avec cette Coupe d'Afrique que nous devions organiser en 2019. Mais en 2019, déjà, nos camarades et nous battions le pavé pour demander, évidemment, entre autres réclamations, mais parmi lesquelles il figurait en bonne place la clarté dans la gestion des milliards qui avaient été engloutis pour organiser une CAN qui a finalement glissé. Ils ont fait la prison pour ça. D'autres sont encore en prison, toujours à cause de leurs opinions. Et quand on parle d'audit, c'est une lapalissade. Le principe de base en matière de gouvernance, c'est de faire et de faire savoir, de faire et de rendre compte. C'est une lapalissade. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où lorsqu'on le demande, on fait scandale. Au Cameroun, c'est un scandale d'exiger la reddition des comptes. Au Cameroun, c'est un scandale de montrer l'exemple. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour convoquer un exemple qui est lui aussi dans l'actualité, duquel devrait s'inspirer ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Le sentiment qu'on doit avoir dans un pays sérieux, c'est que ceux qui nous gouvernent nous respectent et nous rendent compte. Exactement comme l'initiateur de Survie Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et le président du comité de gestion ont donné aux contributeurs la transparence que ceux-ci méritaient. Donc, le gouvernement devrait s'en inspirer. L'audit, pas seulement l'audit. Je suis également d'accord avec le fait qu'il faille une
véritable enquête, peut-être même parlementaire. Mais tout à l'heure, j'ai été interpellé par le professeur Messanga Nyamding sur le droit que l'on peut avoir d'avoir compte rendu de la gestion des finances publiques, en tout cas de la gestion de la chose publique de manière générale. Mais très cher professeur, la question que cela m'a inspiré, c'était celle de savoir, est-ce que c'est seulement les députés ou les partis politiques ayant des députés qui ont le droit d'avoir compte rendu de la gestion de la chose publique? En d'autres termes, est-ce qu'il faut absolument être à l'Assemblée nationale pour avoir le compte rendu de la gestion publique? Parce que si c'est le cas, pourquoi demande-t-on aux citoyens lambda, celui du sous-quartier, celui de Yabassi, celui de Yingi, celui de Balengou, de payer les impôts s'il n'a pas le droit de savoir ce qu'on fait de ces impôts? La théorie selon laquelle, quand on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'a pas la parole, est une fumisterie de mon point de vue, et je le dis avec toutes les excuses que cela implique à l'attention des téléspectateurs. Si on veut que nous soyons un pays respecté, respectons-nous nous-mêmes et rendons compte de la gestion. Mais cela ne se fera pas à l'Assemblée nationale, malheureusement pour une raison qui est simple. Et cela, c'est le procès de nos institutions qu'il faut absolument réformer de fond en comble. Et pas seulement le système électoral. Parce que est-ce que le Parlement camerounais maîtrise-t-il seulement son propre ordre du jour pour être en mesure de mettre une enquête parlementaire sur la table? Ça, c'est des questions qu'il faut que l'on se pose. Et ceux qui nous ont dit à une époque que tout cela se gérait à l'Assemblée, que la politique se fait à l'Assemblée nationale, je crois qu'ils y sont depuis un moment. Qu'ils nous expliquent donc comment est-ce que cela se fait, que dans un pays de un peu plus de 25 millions d'habitants, que personne ne puisse voir clair sur la gestion de quelques 113 milliards, pour reprendre l'expression consacrée désormais, et que cela soit à l'Assemblée nationale, et qu'ils ne soient pas capables, eux qui sont, entre guillemets, représentants du peuple, qu'ils ne soient pas capables de dire au peuple ce qui s'y passe, précisément. Il y a des choses à se dire, et il faut qu'on se le dise de manière sincère. Je termine sur un dernier point, M. Noufélé, si vous le permettez. C'est sur le point de dire qu'au-delà de ce que M. Kamgira a exprimé tout à l'heure sur le symbole que peut être l'échec de la réalisation de cette infrastructure en particulier, c'est-à-dire ce supposé stade de Paul Biya, moi j'aimerais toucher, contrairement au biaïsme, je n'ai pas dit au biaïste, contrairement au biaïsme, la médiocrité et l'incompétence du coordonnateur central. Le coordonnateur central ici, excusez-moi, c'est M. Biya lui-même. Pourquoi, selon vous? D'abord, sur le plan simplement du symbole. Olembe à Yaoundé est presque le quartier voisin d'Etoudi. Sur le plan simplement géographique. Je veux dire que c'est du toit du palais d'Etoudi, avec des jumelles, on peut surveiller le chantier. M. Biya travaille à Etoudi, il me semble. Ses bureaux sont à Etoudi. Donc, il pouvait lui-même, ne serait-ce que pour ce chantier-là, qui était supposé porter son nom, il pouvait lui-même superviser le chantier, même si ce n'était pas à périodicité régulière, au moins une fois tous les mois. Il pouvait le faire, parce que c'est un jet de pierre de là où il a ses bureaux. Mais depuis 2011, bon, 2011 c'est peut-être méchant, mais depuis 2014, date de l'attribution de la CAN, depuis 2019, date du glissement, on n'a pas vu que ça l'intéressait que ce chantier-là s'achève et s'achève dans les bonnes conditions. Donc, oui, il y a certainement peut-être la médiocrité et l'incompétence de la task force à ce niveau-là, certainement. Mais il y a la médiocrité de ceux qui ont mis en place cette task force-là. C'est une question de logique, c'est du bon sens, me semble-t-il. Et maintenant, pour finir, si en plus on nous demande d'accepter que l'on emprunte aux banques commerciales d'ailleurs de surcroît, c'est-à-dire que dans les conditions léonines, dans les conditions du marché, 55 milliards alors que McGill n'en demande que 15 milliards, alors il faut qu'on explique à quoi serviront les 40 milliards supplémentaires. Alors qu'on n'est pas sûr que c'est seulement 55 milliards que ça va nous coûter au final. Parce que vous savez très bien. Avec les taux d'intérêt et le service de la dette. Hein. Le taux d'intérêt et le service de la dette va certainement rajouter ce montant qui va se rajouter aux 113 milliards que nous avons déjà empruntés, que nous devons déjà
rembourser, même si ces messieurs considèrent que 113 milliards, c'est rien. Après vous, maître Roland Diouf, professeur Messanga Nyamding, sur le silence du président de la République devant ces années de construction d'une infrastructure qui devrait initialement être réalisée en 30 mois, qui a connu 15 mois de retard, où il y a une résiliation de contrat et qui fait partie des raisons pour lesquelles la CAF retire la canne au Cameroun parce que les infrastructures sont loin d'être achevées. Comment expliquer le silence du président de la République devant autant de scandales concernant ce complexe sportif d'Olembe? Non, ne vous laissez pas séduire par le discours politicien de Maître Diouf. C'est d'abord un militant, brillant avocat, certes, du moins on peut le lui accorder, mais son discours très politisé ne doit pas nous faire oublier que nous sortons, quoi que l'on dise, de l'organisation du CHAN, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations, où on a vu de très beaux stades, même si nous ne sommes pas satisfaits. C'est-à-dire, je suis de ceux qui pensent et qui disent au président Paul Biya, mon maître politique, parce que je coordonne un think tank qu'on appelle le Mouvement national des biaïstes, ces stades que vous avez vus, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Il ne faut pas parfois tomber dans l'extrémisme. Moi, je ne suis pas dans cet enchantement. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde moderne, avec la mondialisation, va mettre plus en avant les acteurs pondérés. C'est-à-dire ceux qui seront parfois, même à l'intérieur de leur camp, reconnaître qu'il y a des choses à corriger. Et moi, dans le RDPC, je suis de cela parce que j'aime mon parti, j'aime le RDPC, j'aime cette idéologie que le président Paul Biya a apportée dans les années 1985 à Bamenda, et même dès son arrivée au pouvoir en 82, les idéaux de rigueur et de moralisation. Mais en même temps, j'ai dit à mes camarades politiques et à mes amis, et même à nos adversaires, surtout les plus extrémistes, qu'attention, le renouveau reposait sur 5 piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement démocratique. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs? Non. Alors nous avons pour cet état de fait été les premiers, c'est-à-dire nous les progressistes, les rénovateurs, à dire que ce n'est pas le contrat que nous avons signé avec le chef de l'État. Et c'est pourquoi il est important, parlant donc, et tenter de répondre à votre question, de rappeler que nous soutenons un président de la République élu et porté par les Camerounais, mais pas un homme du village ou encore un ami ou un copain. Je vous assure, j'ai eu des échanges parce que je prépare quelques mémoires avec le général Nganso qui a eu Nganso Sondé, et le général Assoké Parti m'ont confié quelques rédactions de leurs mémoires. Dans un échange, le général, s'il nous écoute au palais, peut témoigner de ce que, dans ce que nous avons envisagé, je lui avais posé une question. Mais mon général, si en 92, John Fundi avait été proclamé avec ses revendications élues, comment vous seriez-vous comporté? Alliez-vous toujours soutenir le président Paul Biya? Le général Nganso qui nous écoute probablement m'a dit non. Nous pensons que nous soutenons la légalité républicaine. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi certains auront l'impression que nous lâchons parfois nos copains qui prétendent soutenir le président Paul Biya, mais ils ne comprennent pas que nous soutenons le président Paul Biya par ses idées. C'est pourquoi, une fois de plus, au regard de votre question, on doit condamner ce qui est en train de se passer là. Parce qu'il n'y a pas de transparence. On a vu des beaux stades, oui. Mais est-ce que c'est ce que le président de la République avait commandé? Non. Je vais aller plus loin que vous. Et comme avec mon frère et mon ami Charles Atebayene, nous sommes toujours dans un dispositif d'anticipation, c'est-à-dire de prospection. Je vous assure que même ce stade de Japoma, je fais un pari ici avec vous, vous verrez que bientôt ils vont encore demander de l'argent. Je parie. Demander de l'argent pour faire quoi, concrètement? Je sais de quoi je parle. Je connais quelques petits filous qui se sont infiltrés dans le parti et qui prétendent être avec le chef de l'État, alors que ces gens ne sont pas avec lui. Moi, je vous dis déjà, j'anticipe. Ils n'auront pas le choix en tout cas, parce que même Japoma, on avait prévu au-delà du stade, bien d'autres infrastructures qui n'ont pas été réalisées. Tout à fait. On nous a bluffé parce qu'effectivement, les stades sont les plus beaux stades du monde. Est-ce que ce sont les plus beaux stades du monde? Oui, parmi les plus beaux. Mais est-ce que c'est pour ça que le président a débloqué de l'argent? Non.
au-delà de ces beaux stades, on attendait autre chose. Donc vous voyez que lorsqu'on parle donc de fumisterie, là je voudrais pardonner mon jeune collègue, vous savez, ils sont très récemment entrés dans ce qu'on appelle le mouvement des militants, parce que je crois qu'avant le MRC ne militait pas. Nous qui sommes les vieux crocodiles, nous pensons que non. En démocratie, quand on est un brillant juriste comme vous, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté est décentralisée. C'est-à-dire, vous verrez que quand vous êtes président de la République, vous prenez certaines décisions au nom du peuple camerounais. Et quand vous êtes également député, le député c'est le peuple, mon cher frère et ami maître, que j'aime bien d'ailleurs. Parce que vous savez, parfois on m'envoie des gens faibles sur les plateaux. Au moins avec vous, je rends compte que vous tenez souvent mieux que les autres. Et sur ce plan, je voudrais vous ajouter que lorsqu'on a un député, le député c'est le peuple en droit. Mais le problème qui se pose concernant dans ces stades, et là je comprends parfois pourquoi les uns et les autres sont énervés, c'est que vous savez, quand on faisait nos études à la faculté de droit, monsieur, je termine là-dessus, monsieur Cédric Mouffelé, on nous parlait souvent du doyen Carbonnier de la faculté de droit de Paris. Alors ce juriste m'a séduit parce que, en termes de gestion, en termes d'applicabilité, en termes de garantie de la régulation d'un État, lorsqu'il parlait du droit, et je le dis toujours à mes étudiants, il posait toujours, un, le problème de la prescription, et deux, le problème de l'effectivité. Alors quand on a prescrit, comme c'est le cas, on a dit, vous aurez des stades. Pourquoi on n'a pas toutes ces infrastructures? C'est là où je vais chuter en vous donnant une réponse. C'est qu'aujourd'hui, certains ont besoin qu'on n'ait pas un compte rendu sur ce qui s'est passé. Et ils viennent donc nous distraire avec les affaires de la FECAFOOT. Vous avez vu quelque chose de très grave en relation avec ces 55 milliards, en relation avec l'argent des infrastructures, où, quand j'ai écouté l'autre jour, mon cher collègue Djéhou, je vous interpelle affectivement. Le président de la Cour suprême, Ekombe Essone, j'ai craché une larme. Je suis allé le lendemain en amphi. J'avais un cours. J'ai parlé à mes étudiants. Je leur ai dit, voilà un président de la Cour suprême, à l'occasion de cette rentrée solennelle, pose le problème de l'application des décisions de justice. Comment on peut comprendre que dans un pays comme le Cameroun, qui s'est affilié à la FIFA, dans un pays comme le Cameroun, où il y a 4 décisions qui disqualifient par exemple l'exécutif de la FECAFOOT, vous allez voir le lien avec le stade. Je vais vous dire ce qui se passe. 3 décisions du TAS qui disent c'est la Ligue qui organise. La Cour suprême du sport, le tribunal du sport de Lausanne, la Cour suprême mondiale du sport dit c'est lui qui organise. Et vous savez, les mêmes acteurs de 55 milliards, les mêmes acteurs de 113 milliards, les mêmes acteurs de 173 milliards qui vous disent, avec des notes qui m'ont donné du tournis. Je vous assure, ce matin, vous voyez, j'aime peur, mais en même temps je me dis, quitte à mourir. Et vous avez des ministres du gouvernement qui écrivent et qui, aux gouverneurs, aux préfets, aux autorités, et vous disent, quel que soit le statut social, non, quel que soit le statut de tel ou tel, je vous demande de reconnaître Sendou Mbumbundjura. C'est la juridiction internationale du sport, le TAS. En même temps, et je mets même ça sous l'appréciation, sous le contrôle de mon jeune collègue juriste, que quand on vous parle de la CIJ en droit, c'est l'équivalent, le TAS est l'équivalent de la CIJ. Quand on sait que c'est cette Cour internationale de justice qui nous a fait gagner à l'international le procès de Bakassi, et qui s'est appliqué, et qu'aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas qu'on voit clair, parce qu'ils ont dit 55 milliards, justement, écoutez, je jure en vous disant que c'est très grave. Je vous dis, c'est... Professeur Msangani, restons sur les stades. C'est un lien. Il y a l'annonce qui est faite, une nouvelle date de livraison des stades, novembre 2021, pour livrer le stade principal d'Olembe, l'hôtel et le centre commercial.
selon le chargé du suivi de ces infrastructures sportives. Est-ce que vous pensez que d'ici novembre 2021, le stade principal d'Olembe, l'hôtel 5 étoiles qui était initialement prévu et le centre commercial seront prêts d'ici novembre 2021, alors que, en principe, la CAF devrait prendre possession des infrastructures sportives plusieurs mois avant le début de la CAN prévue en janvier 2022. Cyril Noufele, nous sommes en direct sur un plateau de télévision. Je ne tomberai pas sous le coup d'une déclaration, une énième déclaration. On ne conteste même pas cela. Ils peuvent même livrer ça en juin. Mais on leur demande l'argent là, c'est pourquoi? Est-ce que vous faites quand même la différence? Regardez comment, vous-même qui êtes un journaliste attentif, comment on vient de vous distraire. Le problème ne se pose pas. Nous n'en doutons pas. Nous les biaïstes. Mais nous disons d'abord que 55 milliards, c'est pourquoi? Vous avez déjà consommé combien? Et vous voulez encore combien? Si on vous dit que le stade est à 90%, les 10% là, ne nous parlez pas en chiffres. Les 90% là ont consommé quoi? Est-ce le stade? Vous voulez que je pleure sur votre plateau? Parce que moi, quand je suis avec mes amis au comité central et ailleurs, nous nous battons pour rendre le président Paul Biya crédible. Vous savez que dans un pays où la démocratie populaire a pris de plus en plus de l'ampleur comme au Cameroun, parce qu'on a aujourd'hui les régions, on a le Parlement, 2 caméras, l'Assemblée, la Chambre des députés, le Sénat, et puis à côté on a les conseillers municipaux. Cette affaire peut entraîner un soulèvement. Je crois que vous ne réalisez pas ce qui peut arriver au Cameroun. Hein. Vous ne savez pas. Moi je demande à mes amis du MRC de nous laisser régler ce problème. Parce que si le MSC entre dans cette affaire, ils vont encore politiser et on va se mettre à dire que le MSC veut le pouvoir. Laissez-nous nettoyer nous-mêmes notre propre écurie. Alors, au-delà, je prie donc, mes amis, permettez-moi, je vous en prie, Cédric, que le MSC nous laisse combattre nos voleurs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et la contestation qui s'y oppose n'est plus une contestation politique. C'est un flou, comme l'a dit ici monsieur, votre consultant, Edmond Kamia, mais qui humilie le président de la République. Lorsqu'il a parlé du glissement, le président venait de constater à Mondiovision que ce qu'on lui avait dit n'était pas la vérité. Ouais. Mais il faut quand même le dire. Cette situation étant donc grave, je continue à penser que nous ne devons pas négliger la démocratie représentative. C'est pourquoi je chute donc en vous rappelant, en demandant à mes camarades députés du parti, soutenez l'ouverture d'une enquête parlementaire. Justement, après à ce prix que nous allons peut-être un jour et dans l'histoire sortir ou demeurer crédibles devant les Camerounais. Et ces Camerounais, justement, Edmond Kamgia, que peuvent-ils penser des conséquences politiques de ces multiples retards et zones d'ombre dans le modèle de financement, les modalités de financement de ce projet d'infrastructure sportive qui est le complexe sportif d'Olembe? Quelles sont les conséquences lorsqu'on a un chantier qui prend autant de retard, où des annonces sont faites sur des milliards de francs CFA injectés dans le projet et qu'il n'y a pas de lisibilité sur la livraison de ce chantier? Quelles en sont les conséquences? Ce qu'il faut dire, après tout ce qui a été dit sur ce plateau relativement à ce stade d'Olembe, qui devrait être un complexe sportif, on l'a dit également, un complexe et même avec celui de Japoma. Et Japoma également. Parce que Japoma quand on voit tous ces retards, quand on voit ces coûts, le coût immense, et dont on n'a aucune lisibilité, aucune traçabilité. Quand on parle des conséquences, les conséquences sont d'ordre d'abord financières, les conséquences sont d'ordre politique, les conséquences sont d'ordre sportif, les conséquences sont d'ordre administratif et sécuritaire. Sécuritaire aussi. Parce que ça peut entraîner un soulèvement. Tout à fait. Vous comprenez pourquoi j'ai dit au MSC de nous laisser d'abord gérer ça et on va venir après. Ça peut entraîner un soulèvement. Professeur, sans les opposants. Je vais rentrer dans quelques conséquences que j'ai énumérées tout à l'heure. D'abord, au plan administratif et politique.
il me semble que la responsabilité qui est grande revient encore au chef de l'État. C'est lui qui a nommé tous ceux-là qui sont chargés de coordonner la task force, qui contribuent, qui participent à l'implémentation des mesures qu'il a édictées pour que nous ayons véritablement l'organisation de la CAN au Cameroun. Il a constaté, Paul Biya, que la CAN a glissé. Et aujourd'hui, on se demande, malgré l'organisation du Tchad, si on pourrait parvenir dans les délais que vous avez indiqués tantôt et que le gouvernement a annoncé. Est-ce qu'au mois de novembre, nous serons prêts à rendre disponibles les stades, notamment le stade d'Olembe? Il y a des questions immenses et des doutes, beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes. Et vous parlez tout à l'heure du public, ce qu'il en attend. Je reste sur les conséquences d'abord politiques et administratives. Je reste sur les questions politiques et sur les conséquences politiques en disant donc, quand je parle du chef de l'État, ce qu'il doit faire, c'est qu'il aurait dû faire depuis. C'est quoi? Sanctionner. C'est parce qu'il ne sanctionne pas, c'est parce qu'il y a une impunité. Rappelez-vous, il y a eu un mouvement de chaises musicales. Lorsque le grand public attendait les principales sanctions, le chef de l'État a procédé à un réaménagement, un simple réaménagement, où on a vu juste des chaises musicales. C'est-à-dire que le ministre des Sports est allé dans un autre ministère, quelqu'un d'autre a occupé son fauteuil. On a vu certains ministres impliqués dans l'organisation qui ont été élevés au titre de ministre d'État. Et ça a laissé une très mauvaise image de celui-là qui est censé sanctionner. Bon, si c'est cette façon de sanctionner, si on peut la considérer ainsi, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'était la meilleure façon de dire que vous qui avez si mal travaillé, je vous promeux, au lieu de vous dire non, je vous sanctionne, vous quittez le gouvernement et vous rendez compte devant les instances appropriées pour justifier le retard dans l'organisation de la CAN 2019, mais aussi l'utilisation de cet argent. Là, c'est au niveau politique et administratif. Maintenant, les conséquences qui sont financières. Et je crois que c'est le clou et c'est le nœud de cette affaire. Nous savons que avec 55 milliards, on construit un stade ailleurs. Ici, chez nous, avec 113 milliards, on n'a pas pu achever un stade. C'est qu'ailleurs, ça ferait 2 stades et de qualité dans des pays sérieux comme le Maroc ou l'Égypte. Le Rwanda a construit le même stade à 33 milliards. 33 milliards. Le Rwanda. Vous voyez donc que les conséquences financières sont énormes. Pas le complexe, mais le même stade. Il faudrait que l'équipe de la task force, leurs membres nous rendent compte au peuple camerounais du coût réel de ces travaux et pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu à les achever au jour d'aujourd'hui au point d'avoir besoin des emprunts. Maintenant, il y a d'autres conséquences sur le plan sécuritaire. Tout à fait. Et c'est le plus grave. Tout à fait. Voyez-vous, la CAN va se jouer, comme le Tchad s'est joué récemment, dans certaines villes du pays, y compris les régions en difficulté, en crise sécuritaire. Tout à fait. Je parle des régions anglophones. Si ce n'est que le stade de Limbe, qui est également, il me semble, prévu également pour organiser la CAN. Oui. Comme Oui. d'autres villes du pays, Bafoussam, Garoua vont abriter la CAN. Et vous savez aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons avec notre frontière avec la Centrafrique, imaginez que d'ici là, la situation ne se soit pas améliorée à nos frontières avec la Centrafrique. Et que la crise qui a commencé en 2016 dans les 2 régions, nord-ouest et sud-ouest, n'est pas connue. Ce que nous avons toujours souhaité ici, qu'on ne soit pas parvenu à un cessez-le-feu. Et les dépenses qui sont effectuées régulièrement
pour les missions. Pour les missions des soldats, des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Vous saviez comment ça coûte d'entretenir un soldat, des bataillons sur le terrain? Par jour. Par jour, je dis par jour. Y compris la nutrition. C'est énorme. L'État dépense énormément, beaucoup d'argent. Il est souhaitable que la plupart des foyers de crise soient résolus. Donc, pour rester dans le sujet, nous sommes sur les infrastructures encore. Il faudrait que cela... C'est un lien. C'est un lien, effectivement, c'est un lien. C'est ce que vous dites. Il faudrait que cela achève, fasse en sorte que les travaux s'achèvent le plus vite possible, mais qu'ils nous rendent compte. Qu'ils nous rendent compte. Après vous, Edmond Kamgia, au-delà de la question des infrastructures sportives, Maître Roland Diou, infrastructures sportives où aucune enquête parlementaire n'a été menée jusqu'ici, mais 62 députés ont décidé d'initier une pétition adressée à leurs homologues américains s'opposant à une présentation d'une situation humanitaire et sécuritaire catastrophique au Cameroun. Pour eux, cela ne reflète pas la réalité du pays et ils estiment que ces parlementaires américains sont mal informés, ils sont égarés et ils devraient plutôt se prononcer sur l'extradition de ceux qui sont les financiers du terrorisme dans les régions anglophones. Comment avez-vous apprécié cette sortie de 62 députés de l'Assemblée nationale du Cameroun? Je me demande si ces 62 députés sont biaïstes, parce que généralement, ceux-là qui soutiennent le leader central de ce régime confondent un peu les choses. Et comme le professeur Mesanga Nyamding l'a dit tout à l'heure, nous envoient sur des fausses pistes. Ils essayent de nous embrouiller. Parce que je crois quand même savoir que parmi les 3 principales fonctions d'un manager, d'un dirigeant, d'un leader, et d'ailleurs ces 3 fonctions commencent toutes par un C: commander, coordonner et contrôler, pour effectivement pouvoir sanctionner le cas échéant. Donc chaque fois qu'on essaye de faire comme si celui qui est supposé commander, donc prescrire, ensuite coordonner pour s'assurer que ce qu'il a prescrit ou tout ce qu'il a prescrit s'exécute du point de vue de l'efficacité, pour reprendre le doyen Carbonnier, et enfin contrôler pour éventuellement, s'il y a des écarts, sanctionner. Quand on explique aux Camerounais que celui qui est supposé faire ça et qui ne le fait pas n'est responsable de rien, je trouve qu'il y a un problème, et un problème sérieux. Pour nous, au MRC, nous considérons qu'au lieu d'aller sur des fausses pistes, il faut attaquer le problème à la racine. Et nous savons tous où est la racine du problème de ce Cameroun. C'est cette gouvernance à l'emporte-pièce qui est aux affaires depuis une quarantaine d'années et qui est coutumière de ce genre de faits. Je veux dire qu'il ne s'agit pas de la CAN 2022 seulement. Il ne s'agit pas du glissement de la CAN 2019 seulement. On peut citer beaucoup de cas où le régime actuel, avec M. Biya à sa tête, s'est illustré par une absence totale de management, tout simplement. Et je ne parle même pas de politique. J'aimerais également, avant de revenir à votre problème, à votre question, rassurer le professeur Mesanga Nyamding en lui disant que ça fait 40 ans que vous avez eu le loisir de nettoyer, comme vous l'avez dit vous-même, dans votre maison. Et les résultats sont eux aussi connus, c'est factuel. Seulement pour vous dire que je note que vous n'êtes pas très nombreux, vous qui savez dire la vérité à votre camp. Vous n'êtes pas très nombreux, monsieur le professeur Mesanga Nyamding. Vous êtes d'ailleurs vous-même, à titre personnel, considéré parmi les vôtres comme un intrus, comme celui qui rame à contre-courant. Donc vous ne pouvez pas demander au peuple camerounais de vous laisser vous battre seul. Vous n'êtes pas Zoro, vous n'êtes pas Hercule. Il vous faudra le soutien, il vous faudra l'accompagnement, non pas du MRC forcément, mais du peuple camerounais qui, lui, voit bien que ce gouvernement se moque de lui. Et en ce qui concerne le MRC, monsieur le professeur, nous nous tiendrons toujours, je souligne, toujours aux côtés du peuple camerounais pour réclamer ses droits les plus élémentaires. Et il n'y a personne qui peut nous empêcher de faire ça. Peu importe la raison, même si c'est de bonne foi, comme vous semblez le dire, nous nous tiendrons toujours aux côtés du peuple camerounais pour porter sa voix
Là où les représentants du peuple montrent qu'ils n'ont aucun intérêt à porter la voix du peuple camerounais. Ce qui me permet de revenir sur les 62 députés, M. Noufélé. Ces 62 députés représentaient qui en fait? J'aimerais savoir. C'est un peu comme si le gouvernement raciste de l'apartheid en Afrique du Sud écrivait pour dire non à l'ingérence, alors même qu'ils sont violents et qu'ils matent la population. Les députés concernés prétendent que la situation sécuritaire du Cameroun est bonne. De toutes les manières, qu'on a montré, qu'on dit aux Américains, les Américains ne sont pas assez informés de la situation sécuritaire du Cameroun. Qu'ils ne sont pas bien informés sur la situation humanitaire au Cameroun. Mais j'aimerais me poser la question, mais de quel pays parle-t-il donc? Parce que le Cameroun dans lequel moi je vis connaît une crise, une guerre qui se noue dans 2 régions de son pays qui représentaient à peu près 1% de la population. Je dis représentait parce qu'aujourd'hui on ne compte plus le nombre de déplacés internes. On ne les compte plus. Et si on faisait abstraction de la crise anglophone et qu'on parlait de Boko Haram, cela fait toujours partie de la situation sécuritaire doublée, de la situation humanitaire. Je ne vais pas citer les différents drames auxquels on a pu assister du fait de ces crises à n'en plus finir. Ngarbou, Piyin, Kumba, etc. Et les députés, représentants du peuple, écrivent à leurs collègues américains pour leur dire que ceux qui vous disent qu'il y a une crise sanitaire au Cameroun veulent déstabiliser le Cameroun. Qui sont ceux que ces 62 députés représentent, M. Noufélé? Il faut qu'on nous réponde. Il faut que ces messieurs et ces dames nous disent pour qui est-ce qu'ils parlent. Il faut qu'ils nous disent de quel pays sont-ils les députés. Parce que j'ai envie d'aller vivre dans ce pays-là, moi aussi. Il semble que ce pays, il y coule du lait et du miel. Il semble que là-bas, il y a la justice, au point où ils réclameraient l'extradition de ceux qu'ils considèrent comme les ennemis de la République pour se faire juger ici. D'accord, pour se faire juger dans quelles conditions ici? Pour se faire juger comme Olivier Bibounissak, comme Alain Foguet, comme Pascal Zamboué, comme 200 autres militants du MRC pour avoir exprimé une opinion simplement, pour avoir osé dire autre chose que ce que le gouvernement RDPC veut entendre. C'est dans ces conditions-là qu'on veut extrader des Camerounais vivant à l'étranger. Est-ce que la justice camerounaise est de nature à rassurer, ne serait-ce que du point de vue des instruments internationaux auxquels nous sommes partis, que nous pouvons offrir un procès équitable? On a vu ce qui est arrivé à M. Ayouk Tabé quand il a été extradé, entre guillemets, parce que je ne suis pas certain que cela soit une procédure d'extradition conforme. De toutes les manières, je perds un peu mon latin parce que à des moments, on a l'impression que ceux qui occupent les fonctions institutionnelles dans ce pays, en fait, sont des étrangers. Peut-être que dans les faits, certains le sont effectivement et que l'on peut comprendre qu'il n'ait aucun souci de nous autres qui ne sont que Camerounais. Dans ce cas, il faudra qu'ils nous expliquent ce qu'ils font dans notre pays. Parce que nous aimons ce pays. N'en déplaise, même à ceux du régime qui croient détenir aussi bien le monopole de l'amour du pays que du patriotisme. Nous aimons ce pays et c'est pour ça que nous nous battons pour que, justement, que ce pays renaisse. Parce que ce pays a tout, précisément, pour d'abord régler ces crises multiformes. Et la solution est même moins chère, pour faire simple. Il suffit que l'on se parle. Il suffit que l'on s'asseye autour d'une table en tant que nation. Et je convoque le concept de nation que le professeur Msanga Nyamding doit parfaitement maîtriser parce qu'il enseigne. En tant que nation, réglons nos problèmes. Mais ne pensez pas que les institutionnels sont les geôliers d'un peuple. Et ne pensez pas que parce que vous allez vous ériger en geôlier du peuple au nom des positions institutionnelles que vous occupez, que ce peuple-là ne va pas se débrouiller. Ça me rappelle une interview qu'a donnée Nelson Mandela, un journaliste qui lui demandait, qui essayait de remettre en cause son engagement pour le respect des droits de l'homme en invoquant le soutien que Mandela pouvait avoir pour Kadhafi et pour Fidel Castro.
Et c'est la réponse de Mandela qui m'avait intéressé, parce qu'il disait le mouvement qu'il incarnait a le droit de recevoir le soutien de ceux qui veulent l'aider. Ceux qui se présentent comme les défenseurs, par exemple, de l'indépendance, de la non-ingérence, sont les mêmes qui asphyxient, qui posent le genou du policier américain sur le cou de George Floyd camerounais. Ce sont les mêmes qui vont vous rappeler les principes grandiloquents de la non-ingérence. Seulement, chaque peuple a le droit fondamental, inaliénable, de se libérer. Et ceux qui participeront à cette libération sont les bienvenus. Nous avons les institutions internationales qui travaillent dans ce sens-là. Et nous sommes devenus un pays indépendant précisément parce que ces institutions internationales ont fait leur travail. Aujourd'hui, la question humanitaire est une question de droit international. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens sachent qu'on n'est plus sous le couvert de la souveraineté autorisé à se comporter de manière barbare, violente, irresponsable vis-à-vis de son peuple sans frais. Et ce n'est pas l'avis de ces parlementaires camerounais, Edmond Kamgia, 62 députés, dont Joshua aussi, premier vice-président du SDF, ont signé cette pétition dans laquelle ils sont opposés à l'image négative que renvoient les sénateurs et congressistes américains pour justifier le statut de protection temporaire à accorder à des Camerounais qui risquaient d'être rapatriés en fin d'année en février 2021 au Cameroun. Cette position des parlementaires camerounais, est-ce que vous la comprenez? Est-ce qu'elle reflète la réalité de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'il y a risque de déstabilisation du Cameroun par l'entremise de cette position des parlementaires américains? M. Cédric Noufélé, cette pétition d'un groupe de parlementaires camerounais est une grosse curiosité. Elle ressemble à une escroquerie politique. Je ne sais pas si on peut l'appeler une surenchère. Mais c'est d'abord une grosse curiosité. Et je vais l'expliquer. Voyez-vous, cette lettre survient dans un contexte sociopolitique assez particulier. Et j'ai l'impression que l'une des motivations de cette grosse curiosité est l'arrivée au pouvoir de l'administration Joe Biden. Voyez-vous, nous, sur ce plateau, nous l'avons déjà dit, ce que nous avions annoncé a été confirmé par le secrétaire d'État de Joe Biden. C'est-à-dire, il ferait du Cameroun l'un des pays où le gouvernement américain va particulièrement s'intéresser aux questions des droits de l'homme et la démocratie. L'un des 3 pays africains. Et quand je parle de surenchère, j'ai l'impression que cette pétition est une façon, je ne sais pas si je dois dire amadouer, ou d'amener les Américains à croire que eux, ils font, qu'au Cameroun, il y a des choses qui se font quand même et qui ne mériteraient pas que les États-Unis aient un certain type de regard vis-à-vis de Yaoundé. Rentrons dans le fond. C'est-à-dire aussi bien de ceux-là qui ont rédigé cette pétition et surtout l'autre grande curiosité, la présence dans cette liste d'un député de l'opposition et en particulier un député du SDF. Et c'est à ce niveau que beaucoup de Camerounais, je suis certain, s'interrogent. J'ai dit, si ces députés étaient majoritairement seulement, j'allais même dire, s'ils étaient tous du ADPC ou de la majorité présidentielle, on pourrait comprendre. J'ai dit, on pourrait comprendre. Et ça rentrait dans la première explication que j'ai donnée. Mais la présence dans ce courrier d'un député du SDF, et pas n'importe lequel, le premier vice-président national du SDF, qui signe et partage
ce qui est dit dans cette lettre, je voudrais dire ici que c'est une grosse déception. Parce que ce parti, je le connais très bien. Depuis que le peuple camerounais l'a découvert à travers la marche historique du 26 mai 1990 à Bamenda. J'irai même plus loin pour vous dire que le fait qu'il y ait un député SDF pour cautionner ce qui est dit dans cette pétition contraste. C'est un véritable paradoxe avec le fonctionnement du SDF, avec ce que les membres du NEC, du National Executive Committee, y compris les founding fathers du SDF, ont toujours fait en ce qui concerne la protection des Camerounais en danger. Et notamment le souci de faciliter pour les Camerounais qui sont en difficulté d'obtenir le statut de réfugié politique parce qu'ils connaissent des difficultés au Cameroun. De 1990 à ce jour, je vous le dis, la plupart des dirigeants du SDF, y compris, je le précise, les membres du NEC, du National Executive Committee, les membres du National Executive Committee du SDF, du Conseil exécutif national du SDF, ont fait voyager beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants du SDF en difficulté, y compris des membres de leur propre famille, ont bénéficié du droit d'asile, du statut de réfugié. Que je vois dans ce courrier la présence du premier vice-président national du SDF, mes cœurs. Je dis, j'insiste là-dessus, parce que cela ne correspond nullement au fonctionnement de ce parti-là. Et je m'interroge, finalement, en même temps que je m'interroge, je réalise qu'au sein du SDF, il y aurait ce que certains constatent aujourd'hui comme étant deux tendances. C'est-à-dire, au SDF, il y a les partisans du SDF authentiques et originels qui seraient représentés par un député du SDF qui n'est pas dans cette liste. Je vais le citer, Jean-Michel Ninche. Et je souhaite que le chairman assume, avant de quitter la tête du SDF, qu'il assume l'héritage et ne laisse pas le SDF dans une situation ambiguë et floue. Il faudrait que le travail que le chairman Nidjon Frundi a effectué au Cameroun de 1990 à nos jours, qu'il réussisse à passer le flambeau au candidat, au cadre du parti qui serait le mieux placé pour incarner les valeurs que prône le SDF. Et il me semble que le député du SDF qui a signé cette pétition n'incarne pas la philosophie et l'idéologie du SDF. Alors, devant cette avalanche de critiques, Joshua aussi a réagi dans un communiqué. Oui. Il accuse des personnes cyniques qui déforment les intentions de ce document et colportent les insinuations de sa supposée collusion avec le régime dans sa mauvaise gestion de la crise. Pour l'honorable Joshua aussi, ce document est diplomatiquement correct et courtois et il se résume en une conclusion, à savoir les parlementaires camerounais exhortent les membres du Congrès américain à s'engager plus vigoureusement pour assurer le respect des conventions internationales contre la criminalité transnationale et à faire en sorte que les États-Unis ne soient pas un refuge pour les auteurs et crimes et les financiers d'actes extrêmes qui sont posés au Cameroun. Donc pour eux, ils veulent interpeller les parlementaires américains du fait que sur leur sol, il y a les financiers des actions terroristes menées dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour cela qu'il s'est engagé à signer cette pétition et que cela n'a rien à voir avec une collusion entre lui et le RDPC. Est-ce que vous comprenez cette position? Je ne comprends pas cette position. C'est incompréhensible ce que dit Joshua aussi dans son texte, dans son communiqué. Et cette fois-ci, je vais réagir, puisqu'il dit que le texte est courtois, diplomatiquement courtois, poli et autres. Là, je réagis comme diplomate pour dire que ce texte est une vaste fumisterie. J'ai dit une vaste fumisterie. Je vais m'expliquer. Je n'ai aucun problème personnel avec M. Joshua aussi. Mais là, c'est le diplomate qui parle. Parce que, voyez-vous,
pour qu'un texte de cette nature tienne la route, il faudrait que le Parlement camerounais soit convoqué et que ce soit en commission ou en plénière que des députés décident de prendre une résolution, un texte qu'ils l'adressent aux parlementaires du Congrès, aux parlementaires américains par exemple. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Vous savez que aux États-Unis, il y a eu plusieurs résolutions qui ont été adoptées, aussi bien par le Sénat que par la Chambre des représentants, sur la crise anglophone. Ils sont prononcés plusieurs fois, tout le monde le sait. S'il faut faire une réaction, aux États-Unis, notamment au Congrès, il faudrait que des parlementaires s'asseyent, soient en séance. Or, ils le font en marge n'est-ce pas, du Parlement. C'est pour dire que sur le plan diplomatique, ça ne tient pas la route. C'est une vaste fumisterie. En tout cas, les Américains vont rigoler. Les Américains vont rigoler. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, les Camerounais qui sont concernés par ce texte, par cette pétition-là, rien ne prouve qu'il s'agit des Ambazoniens. Je dis bien, rien ne prouve que les Camerounais concernés par ce texte signé par les parlementaires camerounais sont des Ambazoniens. J'ai dit ici que le SDF a aidé à faire partie beaucoup de Camerounais qui étaient en difficulté. Et le Cameroun a connu des moments très difficiles. Et ils ne sont pas des... Je dis, rien ne prouve que ceux-là qui sont cités seraient des Ambazoniens. Je vais continuer pour parler de ce que le SDF a fait depuis 2016 à ce jour. Comment le SDF s'est battu au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, toutes les actions qu'ils ont entreprises, des parlementaires du SDF, y compris Joshua aussi. Voyez-vous, ils ont tout fait pour que l'Assemblée nationale et l'ensemble du Parlement inscrivent dans l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone. Jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de débat sur la crise anglophone. Et ça, il faut le mettre à l'actif de ce parti-là. Et je suis surpris que Joshua aussi, qui faisait partie des députés SDF, a dit à vouloir imposer le débat sur la crise anglophone, soit l'un des signataires de ce texte. Après vous... Le SDF, non, je n'ai pas terminé, monsieur Nfoulé. Vous n'êtes pas seul. Allez-y. Je ne suis pas seul. Allez-y. Mais je dis, il faudrait que les téléspectateurs qui nous regardent, notamment les On vous a Camerounais... compris. Vous êtes fâché. Écoutez, je suis un citoyen camerounais qui connaît l'histoire de ce pays, l'histoire au moins de la vie politique de ces 30 dernières années. Et je suis écœuré qu'un député d'un parti de l'opposition ignore totalement la ligne politique, idéologique de son propre parti et mette en danger la vie des citoyens camerounais aux États-Unis. Loupe totalement la cible. Parce que s'il faut aller jusqu'au bout, parce que quand ils disent là, il y a ces Camerounais là qu'on voulait rapatrier et tout, ils estiment que ces Camerounais qui sont indexés dans la pétition, on leur demande ils veulent que les Américains les fassent revenir ici dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Je dis c'est mauvais. Parce que le Cameroun doit respecter tous les engagements qu'il prend à l'international, toutes les conventions et traités qui protègent les citoyens, qu'ils soient au Cameroun ou à l'étranger. Cela ne se passe pas comme ça. Donc, je vais chuter, monsieur Nfoulé, rassurez-vous, je vais chuter. En disant que le fait qu'il y ait un député SDF dans cette pétition montre qu'en réalité, Joseph Wirba, le député Wirba, vous savez où est-ce qu'il se trouve en ce moment? La dernière fois qu'il est passé au Parlement, il avait prévenu les Camerounais de ce que si on ne règle pas la crise qui a commencé, on était encore en 2016, si on ne règle pas la crise qui a commencé, la situation va se détériorer et ce qu'on vit depuis 2017. Oui, ben avait annoncé tout ça. Alors, on ne l'a pas écouté. Et ce n'est pas notre député du SDF qui va mettre à mal tout le travail que le SDF a fait. Après vous, Edmond Kamgia, j'aimerais avoir la réaction du professeur Musanga Nyamding. Oui. Je sais aussi pour lui, les États-Unis sont un refuge et un point d'ancrage des financiers et des sponsors de la guerre dans les régions anglophones. Et que cette pétition à laquelle il est signataire, dont il est l'un des signataires, vise à interpeller les parlementaires américains sur une stratégie commune afin de neutraliser
ceux qui financent le terrorisme et d'aider le Cameroun à pouvoir résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, cette pétition qui suscite la controverse a-t-elle été initiée dans une démarche visant à atteindre un tel objectif? Oui, oui, la pétition est bonne. D'ailleurs, je suis étonné. Permettez-moi de faire 3 observations et je vais répondre totalement à votre question rapidement. D'abord, les téléspectateurs doivent comprendre que, première observation, Ayabacho Lucas, qui finance l'Ambazonian Defense Force. Voyez, moi je vous donne des noms. Hein. Il vit où? En Norvège. Ses relèves sont où? Aux États-Unis. Chris Anon. Il y a un autre qui s'appelle Tapan Aivo. Je peux vous en citer parce que moi j'ai pris la peine de prendre l'avion, d'aller en Occident, de parcourir quelques pays et j'ai tenté de rencontrer des bandits comme Eric Tato qui financent effectivement l'Ambazonian Defense Force. Et il y a un autre, ça je suis à l'observation, qui s'appelle Samé Ekome. C'est lui qui, dans ce qu'on appelle interim government, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire mis en place par Ayoub Tabé, c'est à lui que Ayoub Tabé a cédé l'intérim à un moment donné. Au moment où je vous parle, il a viré Ayoub Tabé et Samé Ekome soutient Mordicus, ce terrorisme, et dit qu'il faut financer. C'est l'observation. Ils vivent où? Sur le territoire américain. Il faut que Edmond Kamya se calme un peu parce qu'on vient de comprendre 2 choses dans cette première observation, qu'il a avoué lui-même qu'il connaît le SDF. On a bien compris où il se situe. Il a dit je connais. Et de 2, il m'a un peu vraiment choqué parce que quelque part il a dit je suis choqué. Moi, je suis choqué de vous voir choqué, être choqué. Je suis un citoyen. Non, mais vous n'êtes pas un citoyen. Vous venez de montrer votre posture d'opposant radical au régime. Non, c'est important. Parce que vous savez que votre masque est tombé et de manière spontanée. Vous savez que la nature finit toujours par prendre le dessus. Vous avez fait tout un procès à Joshua aussi. Ça peine si vous n'avez pas dit le camarade Joshua aussi trahi notre posture. Et de deuxième observation, qui est Joshua aussi? C'est un parlementaire camerounais. Pour la première fois, on peut constater, lorsqu'on vous parle généralement aux États-Unis du Congrès, moi ce que j'observe en tant que spécialiste rigoureux, je dis bien rigoureux et pertinent, lorsque les membres du Congrès mènent une enquête et prennent position sur une quelconque action humanitaire ou des droits de l'homme en Afrique, quand on va y regarder de très près, on trouve que les membres du Congrès sont soit du Parti démocrate, soit du Parti républicain. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il y a des consensus techniques qui sont mondialisés? Mais pourquoi cela s'est fait entre 2 sessions parlementaires? Oui, Pourquoi oui. les parlementaires, Je vais vous expliquer. RDPC, SDF et d'autres formations politiques n'ont pas organisé un débat parlementaire et prendre des résolutions pour à la fois interpeller leurs homologues américains et citer ceux qui sont considérés comme les financiers du terrorisme dans les régions anglophones? Je vous Pourquoi assure une telle que démarche plus je vous légale donne- n'a pas été initiée? Je vous donne une information qu'il y a eu plusieurs tentatives menées par nos parlementaires. Peut-être que ça n'a pas eu, il n'y a pas eu tant de publicité comme maintenant, à l'effet de dire que nos partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États, ils ont écrit, et nos partenaires multilatéraux, c'est-à-dire les organisations internationales, s'engagent à nous accompagner. Je vous assure, monsieur Noufele, n'écoutez pas ce que vous dit votre consultant bien-aimé et permanent, Edmond Kamga. Sur ce point, il se trompe. Aucun État en Afrique aujourd'hui ne peut être en sécurité tant que les grandes puissances entretiennent ou accompagnent les terroristes. 1, parce que ces États ont de l'argent. 2, parce que ces États sont des États puissants. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut rien faire. Nous ne pouvons arrêter aucune guerre au nord-ouest, au sud-ouest, si on n'a pas l'accompagnement de nos partenaires. Mais est-ce que le Cameroun a initié une procédure officielle pour demander Oui, l'extradition et présenter les preuves de la culpabilité de ces personnes vers les administrations américaines? Oui, je vous garantis, oui. Pas de voie diplomatique. Peut-être je trahis un secret, je suis obligé de vous l'avouer. Oui, il y a même eu l'ambassadeur des États-Unis qui nous écoute. Il y a eu les ambassadeurs de France. Ils ont même eu, par des valises diplomatiques, plus ou moins de transmission des désirata de l'État camerounais. Et de 2, de manière publique. Mais le ministre René Sadi, ministre de la Communication, mais à plusieurs reprises,
à rappeler ce qu'ils ont initié auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, c'est-à-dire les États et les organisations internationales. Ils ont rappelé à ceci que le Cameroun avait besoin d'être accompagné. Et puis là encore, vous allez dire que je cite le président Paul Biya. Lors de ces 3 derniers discours, c'est-à-dire l'année dernière, ensuite à la Saint-Sylvestre, puis au 11 février, mais le président a encore vraiment, de manière diplomatique, interpellé ses partenaires bilatéraux que sont les États et multilatéraux que sont les organisations internationales. Et le président de la République, qui est mon maître politique, cet homme qui est un don de Dieu, en qui moi je crois, quand on voit comment les uns et les autres s'expriment au Cameroun, quand on dit ici, j'ai entendu sur le plateau que, là encore maître, je vous dis depuis 40 ans il y a du gouvernement. Mais vous allez constater qu'avec le président Paul Biya, même lorsque vous posez certains actes, il vous laisse aller jusqu'au bout. Allez voir le code pénal. On reviendra peut-être là-dessus. Mais on a des ministres de la justice, un ministre délégué à Paul Biya, qui dans le code pénal a fait écrire que, et là vous allez en rire, il y a la filouterie de loyer. C'est qui? Filouterie, c'est Camto. C'est lui. Filouterie, parce qu'il a des copains ici et là et des amis qui riches, qui ont des immeubles. Mais Paul Biya a laissé. Or, vous savez qu'à un moment donné, si vous prenez une ville comme Douala, où je suis... S'il laisse, ça veut dire qu'il a cautionné alors? Non, il ne cautionne pas. Il laisse les Camerounais eux-mêmes se faire une idée de ces mauvais collaborateurs, parce qu'il a de bons collaborateurs, mais il montre les gens se dévoyer eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Au code pénal camerounais, voilà un brillant avocat, jeune, dans une ville comme Douala où, parce que vous avez des immeubles, parce que vous avez des copains, parce que vous avez des groupes d'intérêt, vous dites que ces magistrats qui nous écoutent, en relation, hein, bien entendu, avec l'initiative des députés, mais écoutez, si le président, les magistrats, j'ai ici mon ami qui est président de la cour d'appel à Douala et quelques amis ici et là, monsieur Essonne, le ministre de la Justice que moi j'accompagne politiquement dans le Grand Littoral, s'ils disent aux magistrats aujourd'hui condamner la filouterie de loyer, 80% des habitants de Douala seront en prison. Le président a laissé parce que c'est la démocratie. Et les gens viennent nous donner des leçons de 40 ans de majesté du président, alors qu'ils ont été parmi les ministres du président de la République. La réalité est que, mais au-delà de ces 3 observations, je voudrais donc expliquer quelque chose. Quand vous observez le Cameroun, il est très avancé démocratiquement. Vous verrez que dans certaines affaires, notamment l'acte que les parlementaires ont posé, quand il s'agit des intérêts du Cameroun, apprenons même sur les plateaux à dire que ici dans mon parti je ne suis pas d'accord. Prenez-en au sport qu'on vient d'évoquer. Mais monsieur Noufele, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi le professeur Messanga. J'ai observé cette filouterie qui se passe au niveau de la FECAFOOT et ailleurs. Et je me suis dit, quels sont les avocats qui défendent cette FECAFOOT qui est majoritairement du RDPC? Bim, j'ai trouvé Assira, MRC, qui défend le MRC. J'ai trouvé Sikati, qui défend le MRC. Je vous assure, allez voir, j'ai mis les mains sur la tête, mais ce n'est pas possible. Alors, est-ce à dire que, en matière de filouterie sportive, c'est là où certains militants du MSC, avocats de qualité soit-il, créent l'union sacrée, et vous venez condamner Joshua aussi? Vous venez condamner Joshua aussi? Non, je n'accepterai pas ce complot. Parce que si vous étiez certain, du moins, le consultant était si sérieux que ça, quand vous avez mis en image les 62 députés où on trouvait les opposants du SDF, vous aurez aussi eu la sagesse. Je recommande la sagesse parce que vraiment c'est un sage. Mais parfois il se laisse emporter par son militantisme de dire que vient chercher Assira qui défend le ministre Kamto dans les sales affaires du sport. Que vient chercher Sikati dans les sales affaires de la FECAFOOT et qui a aussi des intérêts là-bas. Ramenez donc à cette affaire. Je pense qu'il est temps que les Africains cessent de croire que notre bonheur viendra uniquement de l'extérieur. Joshua est un ami. Je voudrais le dire sur ce plateau. Pas dire quand je dis un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce qu'il nous a mis non seulement souvent en difficulté, mais il a su revenir. Et me dit parfois, professeur, sur tel ou tel point, je n'étais pas d'accord. Sur tel ou tel point, je suis d'accord. Et je pense que, maître, vous qui êtes du MRC, je vous assure, je vous tends la main. Je suis capable avec vous, concernant les intérêts du Cameroun, sur certains points, qui
qui concerne l'action du gouvernement, de vous prendre comme ça, je vous dis, maître, retrouvons-nous aussi ensemble pour éclairer l'opinion. Le Cameroun est en danger. Laissez-moi aussi, regardez le temps qu'il a mis. Mais vous avez le temps, vous avez le temps. Bon, allez-y, professeur. Je voudrais donc vous dire que regardez bien ce qui se passe. Notre pays souffre. Il est handicapé. Nous vivons une entorse grave d'une complicité exogène concernant la stabilité de notre pays. Je vous assure. Donc la crise anglophone est née de cette complicité exogène. Non. Les plans des populations du nord-ouest et du sud-ouest ont un lien avec une tentative de déstabilisation du pays. Non, je ne dis pas ça comme certains. Dans mon parti, en dehors de mon parti. Si les causes sont quelque peu connues et essentiellement endogènes, vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron. Personne ne peut nier qu'un temps soit peu, les puissances exogènes qui trafiquent l'essence, qui trafiquent le cacao, qui trafiquent, regardez un pays comme le nôtre, M. Noufele, quand on parle de la crise du nozo, comment on peut comprendre que dans un pays comme chez nous, l'huile que nos mamans utilisent est frélatée, le sel est frélaté, les boissons comme le coca, l'eau est frélatée. Mais toutes ces complicités viennent d'où? C'est en partie parce que nous avons des zones perméables. Quels sont ceux qui entretiennent ce faux? Au point où les Camerounais aujourd'hui, vous prenez un bébé, vous l'amenez à l'hôpital. J'ai eu ça d'un petit neveu. On vous dit que l'enfant de 4 ans a une cirrhose de foie. Parce que quelqu'un dans une boutique, quelque part dans un coin du Cameroun, a vendu une fausse eau, un faux whisky, un faux savon ou une fausse huile. Non, je pense que cette guerre que vous voyez là, elle pose de sérieux problèmes de sécurité, de sérieux problèmes de santé. Et moi, je suis convaincu que, et là, je termine, je suis là-dessus, je ne veux pas être long comme Edmond Kambia, pour vous faire remarquer quelque chose. Lorsque vous allez sur le terrain, là, je réaborde dans ma chute ma toge universitaire d'internationaliste. Vous allez constater que tout ce qu'on utilise sur le terrain comme arme, je vous assure, monsieur Cédric Noufele, ces armes ont la marque des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, la marque est française, elle est américaine, elle est chinoise, elle est anglaise ou encore elle est russe. Ça veut dire que à l'extérieur, on a besoin avec ce que vient de faire Joshua aussi. Et nos vaillants députés de leur tendre la main en leur disant, écoutez, ce qu'on attend de vous, c'est de les rapatrier. Mais il faut préciser, c'est à partir de là-bas qu'on peut sur la vente des armes, qu'il n'y a aucune traçabilité qui montre que ces armes ont été achetées dans les couloirs conventionnels. Non, alors dans ce cas, qu'on évolue. Non, attendez une seconde. Vous avez donné des indications sur ça. Parce que vous avez cité les pays d'origine où sont fabriquées ces armes. Mais il ne faut pas donner le sentiment que ces pays cautionnent la vente des armes pour financer des groupes terroristes, parce qu'aucune preuve je me défends concernant en une le seconde. Cameroun. Vous avez raison. J'admire votre pertinence, monsieur Noufele. Mais je voudrais vous dire sur ce point, les 62 députés, contrairement à Zosa aussi, sont allés sur le terrain. Je vous assure, il y a plusieurs réseaux de députés. Quelle que soit la couleur, ils sont en réseau. Tous ces réseaux sont multicolores. Et je crois que, contrairement à Edmond Kambia qui est éclairé parce qu'il est militant de l'opposition et il voit qu'un opposant maintenant a rejoint les députés du parti pour écrire, si vous allez sur le terrain, vous allez bien constater que la marque de ces armes utilisées là-bas appartient pour la plupart aux 5 pays membres du Conseil de sécurité. Alors après vous, il faudrait également apporter une précision. Les avocats dont vous avez cité exercent une profession libérale et ils peuvent défendre ou assister. Non, il faut que nous évitons d'indexer des personnes qui ne sont pas sur le plateau. On peut le dire des députés. Le député est le député de la nation. Oui. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Edmond que le député Parce est le député de la que nation? Joshua aussi a fait un communiqué et nous avons Pourquoi échangé. vous n'avez pas dit à Nous Edmond avons Kambia, échangé avant cette émission. professeur libéral, pour manger avec les bandits du RDPC. Le RDPC a des bandits. Restons sur le débat. Pour manger avec les bandits du RDPC, les avocats du MSC sont là. Restons sur le débat. Joshua aussi a fait un communiqué dans lequel il précise toujours qu'il appartient au SDF. Bien entendu. Et que pour lui, ce document est diplomatiquement correct et courtois. J'aimerais avoir la réaction de maître qui est avec nous, Roland Dieuhou. Alors, lorsque le député Joshua aussi, pour défendre les raisons pour lesquelles il est
signataires de cette pétition, fait savoir que les parlementaires camerounais souhaitent adresser un message à leurs homologues américains, qu'ils ont sur leur sol des artificiers et des financiers du terrorisme dans les régions anglophones et que les États-Unis doivent s'engager à respecter les conventions internationales contre la criminalité transnationale et à faire en sorte que leur pays ne soit pas un refuge pour les auteurs des crimes et les financiers d'actes extrêmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que cette démarche, vous la comprenez à travers les explications que donne Joshua aussi? Je dois avouer que c'est très difficile à comprendre tel que c'est expliqué. Je crois qu'on aurait pu d'ailleurs se passer de cette tentative d'explication qui, de mon point de vue, ressemble à du hors-sujet. Exactement comme d'ailleurs le professeur Msanga Nyamding l'a fait tout à l'heure en faisant C'est ce que vous pensez? du hors-sujet sur Les téléspectateurs vont juger. sur la filouterie des loyers. Parce que j'aime souvent... De vous cautionner ça. Professeur Msanga Nyamding, il a la parole. Mais je ne coupe pas. Ça me fait rire. Les téléspectateurs doivent rire aussi. Respectons le temps qu'il puisse s'exprimer. Oui, je vous en prie. Merci Je vous en bien. prie. Vous avez la parole, J'aime Roland. souvent observer cette exégèse que nous livrent souvent les biaïstes qui peuvent considérer comme responsable de 40 ans de gouvernance hasardeuse le président élu, le professeur Maurice Kamto, sur des questions comme celle de la filouterie de loyer, en indiquant que ce serait lui le responsable de cela. Et dans le même temps, on ne dit pas qui est le responsable du retrait de ce même code pénal, monsieur le professeur Msanga Nyamding, de la proposition de pénaliser l'enrichissement illicite. Bon, je veux savoir... Mon Kamga se réveille, il vous accompagne, c'est ça qui me fait La rire. politesse, vous avez tout à l'heure prétendu Tu es que un vrai opposant, j'étais votre jeune collègue. C'était trop d'honneur, professeur. Je ne suis pas votre jeune collègue, je ne suis pas professeur comme vous. Non, je suis Mais avocat. les Peut-être vous ne le savez pas. s'il vous plaît. Non, ceux qui nous S'il écoutent, vous allez plaît. voir au barreau. Je suis avocat S'il au vous- barreau de Paris. Écoutez. Non, permettez-moi. c'est vous qui Je écoutez. suis avocat en France, vous qui mais je écoutez. n'exerce pas ici comme avocat. Hein. Monsieur Je Nofele, dirais même vous en confrère. prie. est-ce que je peux Et si finalement... ma mémoire est bonne, je crois que vous enseignez. Ça, dites-le aux téléspectateurs. Professeur Msanga Nyamding, Vous permettez enseignez. qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on Vous comprenne avez raison. le sens de Parce ses qu'il- propos. il se dénie pour rien. Je vous Moi, en je sais prie. qu'il enseigne Permettez souvent, qu'il on aille m'a jusqu'au dit. bout. Roland, À vous mon avez la avis, j'ai des parole. amis qui m'ont dit que vous enseignez quelque part. Vous savez, c'est toujours comme ça avec les gens du RDPC. On laisse les débats importants, on laisse les questions de fond. Parfois, on s'attaque Non, mais c'est vous. à la personne des uns et des autres, ou alors on fait du hors-sujet. J'étais donc en train de dire que du haut de Vous n'êtes pas votre... mon collègue, c'est ce que vous dites. Du haut de votre Il professorat va fuir et de ça. votre avocature parisienne, je crois savoir qu'on respecte le temps de parole des uns Je et suis des autres. d'accord, Au je suis bénéfice d'accord. donc de toutes ces Oui, qualités oui, dont oui. vous vous prévalez. Non, vous avez raison. sur ce Prière, point. Vous devez professeur, parler. de me laisser aller jusqu'au Je bout vous de ce donne que raison j'avais à sur ce dire. point, oui. Et je parlais de quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pour ça que vous m'interrompez. Non, collègue, vous avez nié que vous êtes collègue. Oh, Je vous parlais dis de que quelque vous enseignez. Je parlais de quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est pour ça que vous m'interrompez. Je parlais de l'infraction d'enrichissement illicite que vous avez subrepticement retiré de l'avant-projet de code pénal et que vous ne voulez pas reconnaître aussi au démiurge Maurice Kamto, parce qu'il semble qu'il est un démiurge pour vous. C'est lui qui a gâté le pays. Mais tout ce qu'il peut avoir fait de bien, subitement, il y a de l'amnésie. Bref, je voulais corriger ce premier point de hors-sujet dont vous avez été l'auteur. Pour venir au hors-sujet de monsieur aussi, qui prétend que la communication ou alors la pétition qui a été faite rappelle aux États-Unis d'Amérique leur obligation d'avoir à respecter les conventions internationales, notamment celles qui répriment la criminalité transfrontalière. Première chose, c'est une pétition qui fait suite à une mesure américaine qui suspend le rapatriement au Cameroun de personnes qui se trouvaient là-bas en situation irrégulière. Personne ne peut me rapporter la preuve de ce que ces personnes-là précisément sont des Amazoniens et donc sont concernés par la criminalité transfrontalière. D'un. De deux, moi aussi je suis de ceux qui pensent qu'il faut traquer les criminels transfrontaliers, mais ceux que le professeur Msanga Nyamding a cités sont des Américains, il me semble. Et donc, c'est du hors-sujet pour la simple et bonne raison qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Donc, pour des députés qui ont toute leur conscience, parler de
criminalité transfrontalière alors qu'on parle de Camerounais qui ont fui la misère pour se réfugier. C'est le cas des États-Unis, mais ça aurait pu être le Mexique, ça aurait pu être d'autres pays, et qui, heureusement, ont bénéficié de la nouvelle administration américaine, qui est désormais plus conciliante que l'ancienne, pour faire un communiqué dans lequel on prétend que ceux-là n'avaient d'ailleurs pas raison de partir du Cameroun, parce que c'est un endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il coule du lait et du miel. Je trouve que c'est malhonnête. Le communiqué, je crois qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire plutôt que d'envenimer. Respectez où je sois quand même. Vous êtes très violent dans le langage. Chers confrères, ne lui dites pas se taire. Professeur, je t'en prie. Laissez-moi j'ai du respect assumer. pour vous. Je ne peux pas supporter que vous demandez à un aîné comme je sois de se taire. Respectons le plateau. Rendons parfois les plateaux beaux. J'ai le droit. Je vous prie, hein, vraiment, d'accepter cette doléance. Si vous attendiez votre temps de parole pour me prier, non, il y a des choses qui choquent. Ça aurait été plus conforme à vos rangs et qualités, cher professeur, avocat parisien. Donc je disais que vous êtes toujours violent. Je disais donc que si j'étais violent, cela se saurait, monsieur le professeur. Vous voulez toujours humilier. Permettez qu'on aille jusqu'au bout. Je disais donc, il est dans humiliation. Laissez-le aller jusqu'au bout. Cher avocat parisien, cher ceci, cher cela. C'est une ironie sauvage. Je vous en prie, plus courtois. Professeur Messanga, je sais de quoi je parle. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Moi, je respecte les gens tout au long du débat. C'est vous qui l'avez invoqué. Je vous remets vos rangs et qualités. Vous avez fui le rang de collègue. Professeur Messanga, parce que moi, je sais où vous enseignez. Il a la parole. Vous enseignez le droit. Restons sûrs. Quand vous êtes des menteurs, vous ne savez pas que je sais que vous enseignez quelque part. Restons sur la question relative à la pétition. Vous avez menti. Vous avez la parole, Roland. Monsieur Noufélé, et vous enseignez bien. Je vous prie de dire. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Je vous prie de dire à. Parce qu'il a voulu me contrarier en disant collègue. Vous avez m'enseigné un de mes neveux dans un établissement en droit et il vous a apprécié. Alors ne mentez pas, vous êtes mon collègue. Je vous en prie, permettez-lui qu'il puisse s'exprimer. Je vous en prie. Roland Dieu, vous avez la parole. Allez-y. Avant de terminer mon propos, j'aimerais simplement dire que les questions relatives aux fonctions, aux qualités que j'aurais pu avoir, me semblent tellement inutiles dans un débat d'idées que ce n'est pas nécessaire, surtout pour mon co-panéliste, de les rappeler. Mais il fallait pas nier que vous êtes mon collègue. C'est donc pour ça. Fallait pas nier. C'est donc pour ça que j'indique encore une fois que quand je rappelle que monsieur le professeur Messanga Nyamding est par ailleurs avocat au barreau de Paris. Non, je fuis. Et que pour cette raison, il est bien formé pour savoir que quand un adversaire ou même un contradicteur a la parole, il doit au minimum attendre que ce dernier ait terminé de parler. Je le rappelle, ce n'est pas par ironie. C'est parce que vous êtes supposé, monsieur le professeur, enseigner cela. Et si c'est moi qui dois vous le dire, du haut de mon statut de cadet, je le regrette, mais je serai obligé de le faire. Je termine simplement, monsieur Noufélé, en disant que pour moi, encore une fois, il s'agit de déplacer les vrais débats sur des sujets périphériques et de ne même pas être capable de l'assumer. Et donc, je maintiens qu'au lieu d'avoir fait cette sortie supposée de clarification, il valait mieux garder un silence de sagesse. Parce que l'explication présumée ou supposée est venue davantage renforcer la conviction qui pouvait transparaître, qui était de celui qui pensait qu'à un moment donné, on a fait une sortie de piste. Et pire encore, ça explique pourquoi nous pensons, nous, au MRC, que le fait que tel ou tel vienne de telle région n'est pas une garantie de ce que cela défende les intérêts de cette région. Parce que le député Joshua aussi, s'il est camerounais, est précisément originaire de la région du Sud-Ouest. Et donc aurait été plus à même de comprendre les problèmes que posent les populations ressortissantes de ces régions-là. De la même manière que M. Diongouté, à qui l'on attribue des bonnes volontés de résolution de la crise, mais qui quand même se plaît dans sa fonction de Premier ministre d'un gouvernement qui fait la guerre, et donc dans les avantages liés à la fonction. C'est pour dire que si on veut vraiment être sérieux et si on respecte les Camerounais, il faut adresser les questions exactement comme elles se posent. Et les questions qui se posent sont de nature sécuritaire. Il faut régler la crise sécuritaire. Elles sont de nature humanitaire. Il faut régler le problème humanitaire. Il y a un problème à notre justice. Il faut
restaurer l'état de droit. Et tout cela doit se faire pour le Cameroun avec l'appui de toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent. C'est cela d'ailleurs l'intérêt que nous pouvons tirer dans ce nouveau paradigme des relations internationales qui est fait de complexité et d'interdépendance. Le professeur Musanga ne me démentira pas. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kamgia et professeur Pascal Charlemagne Musanga Nyamding. Merci également à vous, Roland Dieu, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox en télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.